toutes, bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, première plateforme de streaming audio consacrée à la micronutrition et à la phytothérapie. Quand je dis première, c'est vrai que ça fait bientôt 6 ans, même quasiment 7 ans que nous existons. On est très contents. Bon, peut-être que là je multiplie... 6 ans, au moins 6 ans. Oh, ça passe. Et vous nous écoutez d'ailleurs maintenant sur Nutri Radio, qui est la première radio française consacrée à la santé intégrative. Alors on est ravis d'accueillir dans ces formules NutriCast des acteurs de cette vision 360 de la santé, de cette santé naturelle comme on dit, et qui va utiliser différents outils dans l'intérêt du patient. Et l'émission qu'on va vous proposer aujourd'hui a été enregistrée. Eh oui, elle a été enregistrée lors d'un symposium où étaient réunis des professionnels de santé, dont une anesthésiste incroyable, Inde Karouk, qui pratique aussi l'hypnose. Et l'écouter était vraiment très passionnant. Je vous propose de partager cet entretien. Bonjour Inde. Vous exercez dans le nord de la France, c'est ça ? Actuellement, oui, j'exerce dans le nord de la France au sein d'hôpitaux publics. Et voilà. Et j'essaye d'apporter un peu mes expertises en micronutrition, en plus de mon expertise en anesthésie-réanimation et hypnose. Alors, parce qu'en anesthésie, réanimation, oui. C'est déjà un métier. Hypnose, c'est c'est dans le cadre toujours de l'anesthésie. C'est dans le cadre de l'anesthésie et des soins douloureux et de la douleur aiguë surtout. Donc l'induction anesthésique avec aussi une hypnose conversationnelle ou la gestion d'une douleur aiguë en post-opératoire ou préopératoire grâce à des techniques d'hypnose. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne le fait pas. Et cette technique d'hypnose, donc cette santé intégrative qui arrive au bloc ou dans les hôpitaux, oui. Vous y contribuez. Comment vous êtes ouverte à ça ? Eh bien, écoutez, moi personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à qu'est-ce qu'on peut apporter en plus aux patients. C'était surtout autour des patients diabétiques, hypertendus, qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de psychothérapie, de nutrition, etc., afin de les accompagner pour qu'ils soient mieux pris en charge. Et initialement, c'était vraiment comme ça que j'ai commencé la manœuvre et je suis tombée par hasard, et vraiment par hasard, en micronutrition, et je remercie le hasard d'avoir existé parce que du coup, ça m'a ouvert vraiment un champ des opportunités, d'autant que, selon moi, en anesthésie, on fait quand même partie des spécialités qui ont déjà une certaine vision intégrative dans leur prise en charge, puisque de l'hypnose, on en utilise. Il y a certaines personnes qui sont formées à l'auriculothérapie, certaines personnes sont formées à l'acupuncture. Donc ça, on l'utilise en accompagnement. Et le magnésium, moi, je l'ai appris en anesthésie, avant de le connaître en complément alimentaire, etc., car on l'utilise en péropératoire pour gérer la douleur. Ah, c'est intéressant. Comment on utilise le magnésium en péropératoire pour gérer la douleur? C'est-à-dire qu'on a développé de plus en plus des techniques de gestion de la douleur qui soient multiples, pour avoir vraiment plusieurs stratégies et éviter au maximum l'utilisation des morphiniques. Et parmi les éléments qu'on a mis en place, c'est vraiment cette analgésie multimodale et le magnésium en fait partie, avec des doses qui vont varier en fonction de l'intervention, en fonction du patient, de ses contre-indications aussi, parce qu'on ne peut pas donner du magnésium à tout le monde, et avec des doses qui sont pour le coup d'ordre pharmacologique bien plus élevées que les doses qu'on utilise en micronutrition. Et donc, le magnésium. Oui. Beaucoup de formes se disputent la préférence des médecins, des professionnels, des patients. Bisglycinate, citrate, oxyde. Qu'est-ce qui est le plus adapté selon vous dans votre pratique ? Alors, selon moi, les oxydes, le magnésium marin, les oxydes, tout ça, il ne faut plus en faire la publicité. Tout comme les gummies avec du magnésium, pour moi c'est des aberrations. Il faut promouvoir vraiment des formes qui soient plus bisglycinate, L-thréonate, des choses comme ça qui vont avoir une meilleure absorption, moins d'effets secondaires et en fonction du patient, du besoin. Il y a de l'acétyltaurinate qui va être intéressant en fonction de si on a besoin d'avoir vraiment une action neuro. Il y a le bisglycinate qui va être plutôt global. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de donner du magnésium en fonction du patient, en fonction du moment de la journée, puisqu'on en a besoin tout au long de la journée. Le magnésium ne sert pas juste qu'à bien dormir, il sert surtout à être en meilleure santé au quotidien, puisqu'il intervient dans plus de 300 réactions chimiques, donc il intervient à tout instant, et donc c'est important d'avoir un bon taux. Et le glycérophosphate ? Moi qui fais des émissions de temps en temps avec le docteur Curté, qui me parle du glycérophosphate de magnésium. Alors personnellement, moi je ne vais pas donner un seul type de magnésium.
Je vais souvent essayer plus d'aller dans des associations et puis surtout varier et voir en fonction du besoin de chaque patient. Certains patients vont moins bien tolérer certaines formes. Mon objectif étant de faire de la médecine qui soit personnalisée. Et donc, étant donné qu'on a des formes qui existent, qui ont une meilleure tolérance, une meilleure absorption, on va pouvoir leur proposer tel ou tel autre magnésium ou des associations qui existent entre plusieurs magnésium. L'essentiel étant d'avoir la bonne qualité, qui ne soit pas tamponnée et qu'on ait surtout de la bonne molécule et que le patient le tolère et que ce soit adapté à son métabolisme. Certains patients vont avoir besoin d'une dose standard, d'autres sont dans un état de stress extrêmement important et donc vont, par mécanisme physiologique, uriner le magnésium qu'ils ont, donc ils vont avoir encore plus besoin de magnésium, etc., etc. Donc en fait, je suis incapable de vous donner une réponse. Je sais que beaucoup de personnes aiment bien avoir une réponse pour savoir. Au contraire, en médecine préventive, notre travail, c'est de personnalisé, et c'est vraiment ça la puissance justement de de la micronutrition et de la médecine préventive. On adore. Et alors ça veut dire que ça agit vite, parce que souvent quand on parle de complémentation, on se dit qu'il faut attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de bénéficier des effets. Là on parle de magnésium. Alors, vous avez dit que c'était des doses importantes, mais néanmoins il peut y avoir un effet rapide. En péropératoire, vous voulez dire ? Oui. En péropératoire, c'est en intraveineux. Ah oui. Donc l'effet, oui, est très rapide. On a même les effets secondaires, c'est trop rapide. Donc on fait vraiment très attention. On ne le donne pas n'importe comment. On est quand même des spécialistes de l'anesthésie-réanimation. Donc on a des patients scopés, des patients surveillés. On est quand même expert dans le domaine, donc on sait quoi donner à quel patient, comment et sur quelle durée. Mais effectivement, l'effet est assez rapide. Il y a même une étude qui est en cours sur le magnésium intraveineux post-opératoire pour la gestion de la douleur. Donc oui, j'ai vraiment de la chance de faire partie d'une spécialité qui est ouverte à différentes anesthésies et analgésies multimodales, à cette vision en fait de l'analgésie qui permet justement de diminuer la dose de morphinique qui sont quand même porteurs de nombreux effets secondaires et puis de problèmes d'accoutumance, etc. Au long cours. Donc nous, on a vraiment cette vision que je trouve très moderne au niveau de l'hôpital, et même au niveau de l'hôpital public, pour vraiment améliorer le confort des patients. Alors, pour rester sur le magnésium, parce que moi j'apprends ça, qu'on l'utilise dans un cadre post-opératoire et peut-être préopératoire aussi. Préopératoire, on peut le proposer plutôt sous forme de complémentation pour préparer le patient. Comme je vous ai dit, un patient stressé va uriner son magnésium. De plus, en France, on a quand même des études qui ne sont pas récentes, qui ont bien montré que le Français lambda ne consomme pas assez de magnésium dans son quotidien par son alimentation. Et qu'on est quand même sur des taux allant jusqu'à presque 75% de la population, ce qui est énormissime et qui ne peut pas s'améliorer étant donné qu'on n'a pas pris cela en charge. Les études datent de 1997, celles qui ont commencé à mettre en évidence tout cela, puis 2007. Donc on est très loin des études qui ont montré ça, mais il n'y a pas eu vraiment de stratégie qui ait amélioré les apports en magnésium au quotidien dans un environnement qui est extrêmement stressant. Donc comme je vous disais, si on stresse, on urine son magnésium. Plus on stresse, moins on a de magnésium. Si on n'en mange pas, on n'en aura toujours pas assez. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous êtes incroyable, on adore. Mais ça veut dire que dans les hôpitaux, là, ce que vous faites, ça vous semble normal. Oui. Mais est-ce que tous les hôpitaux aujourd'hui, à cet état post-opératoire, ils intègrent le magnésium ou c'est certains hôpitaux seulement ? En post-opératoire, c'est une étude qui est en cours. En péropératoire, par contre, ça fait partie des pratiques depuis les années 2015 à peu près. Donc c'est quand même quelque chose c'est dans le cadre de l'opioid-free anesthesia ou la low opioïde anesthésia, c'est-à-dire on utilise moins d'opioïdes, donc on associe d'autres stratégies, dont d'autres médicaments. Là, je parle du magnésium qui fait partie aussi des compléments, mais il y a aussi des médicaments qui, eux, pour le coup, sont strictement utilisés en usage hospitalier. Et ça a permis vraiment d'améliorer le vécu et les complications surtout, parce qu'un médicament, il faut penser qu'il y a quand même des effets secondaires, et les morphiniques font partie quand même des médicaments qui sont le plus à risque dans ce sens. Avec cette analgésie multimodale, on a réussi à diminuer ces doses de morphinique. Donc on diminue les effets secondaires et donc on diminue les complications au long terme. Donc ça, clairement, c'est quelque chose qui est instauré, ça a été étudié, il y a énormément d'études, ça fait partie quand même des pratiques. Franchement, aujourd'hui, je ne vois pas très souvent des hôpitaux qui ne l'utilisent pas. Pas pour toutes les chirurgies, pas pour tous les patients, comme je vous ai dit, c'est en fonction de l'indication, mais tout le monde sait faire. Et beaucoup, franchement, une grande majorité le font. Donc on l'utilise dans un cadre opératoire, oui, post-opératoire, mais donc vous recommandez aussi, vous qui avez cette connaissance en micronutrition, dans un usage quotidien, à but non thérapeutique ou médicamenteux, mais juste pour se dire qu'on est peut-être carencé et qu'on a besoin, en fait, les excès de magnésium, ça peut arriver en complémentation ?
En complémentation, il faut vraiment aller sur des très grosses doses. Nous, on arrive à avoir des excès en intraveineux, oui, parce qu'on a des doses qui sont extrêmement élevées en fonction des pathologies. Par exemple, en prééclampsie, ils ont des intraveineuses très très fortes, donc on a des effets, c'est neurologique d'ailleurs, les effets peuvent être très graves, avec des aréflexies, etc. Mais on n'est pas du tout sur la dose de complémentation. En complémentation, on est sur du milligramme en pérose, donc avec l'absorption intestinale qui va jouer, avec un taux d'absorption qui n'est jamais à 100%. Donc le patient, à moins qu'il n'avale tous, et de toute manière, on ne pourra pas tout absorber. En intraveineux, par contre, on est directement dans le site d'action, donc on a quand même plus de risques d'avoir des effets secondaires importants. Cependant, comme je vous disais, les études Suvimax, etc. ont bien montré qu'on ne mange pas assez de magnésium, il faut se supplémenter. Le tout venant doit se supplémenter, au moins avec des doses minimales sur l'année, puisque le besoin, il est quotidien, plusieurs fois dans la journée, parce qu'on en a besoin pour plusieurs éléments, pour être actif, pour bien dormir, pour être détendu, pour être moins stressé, pour pouvoir réfléchir, pour faire de l'exercice physique. Donc on n'en a pas besoin juste, souvent les gens ils le prennent parce que j'ai envie de mieux dormir. Pas du tout, c'est pas que pour mieux dormir. Il faut pouvoir bien fonctionner toute la journée. Et donc moi souvent je préconise des prises au fur et à mesure de la journée en fonction des besoins. Et quand il y a un besoin qui est plus accru, effectivement augmenter les doses, adapter. Et comme je vous dis, tout ça dépend du patient. En préopératoire, par contre, je conseille souvent à mes patients soit de doubler des doses s'ils en prennent régulièrement, sur 5 jours, peut-être en préopératoire, tout dépend de l'état, parce que je sais que l'intervention va les stresser, donc ils vont avoir cette tendance à éliminer le peu de stock qu'ils font, et donc du coup avoir potentiellement plus besoin de magnésium sur cette petite période. Qu'est-ce que vous parlez bien, on se dit, alors là, je sais pas si c'est une pub pour le magnésium. Et là, heureusement qu'on ne cite pas de marque. On ne cite pas de marque, mais on prend conscience de l'intérêt de secteurs actifs comme le magnésium. Est-ce que vous en voyez un autre comme ça important aussi ? Alors, des actifs qui, moi, me plaisent énormément aussi, mais qu'il faut utiliser avec beaucoup de précaution, c'est l'acide alpha-lipoïque, que je préconise aussi dans les périodes périopératoires, parce que là, je vous parle du magnésium dans le cas de la douleur. Mais en fait, il y a d'autres éléments qui sont importants en périopératoire, il faut récupérer, et certaines pathologies vont aussi être source de déficit d'absorption d'autres nutriments. Donc, un patient qui va, par exemple, bénéficier d'une chirurgie bariatrique, puis de chirurgie esthétique reconstructive, généralement, les patients en chirurgie bariatrique, malheureusement, ne sont pas toujours complémentés comme il faut et donc ont des déficits, des carences. On parlait tout à l'heure d'homocystéine. Les homocystéines sont explosées avec des absorptions de vitamine B12 qui sont très faibles. Les gens ne sont pas toujours complémentés en B12 et encore moins en méthyl B9. On a un cycle d'homocystéine qui est très perturbé chez ces patients-là. Et on a aussi de l'inflammation qui se crée et donc des troubles de cicatrisation qui viennent par la suite. Ces gens vont avoir un parcours de chirurgie esthétique reconstructrice après cette perte de poids qui est assez conséquent et on se retrouve avec des personnes qui ne cicatrisent pas. Donc clairement, moi, ces patients qui vont avoir de la chirurgie, une sleeve ou un bypass ou autre, je vais aussi les conseiller. Leur dire, ben voilà, ne pensez pas à oublier de prendre et de continuer à prendre vos compléments, ça va avoir un effet. L'acide alpha-lipoïque, moi je l'aime beaucoup, même s'il faut toujours faire attention aux doses, si le patient a des problèmes d'insuline, de diabète ou autre, parce qu'il a vraiment ce côté antioxydant universel, il passe la barrière hémato-encéphalique, il est aussi anti-glycation et il est chélateur des métaux lourds, donc c'est vraiment un produit que j'adore, que je prescris régulièrement, au moins dans les devis de prise en charge, et qui aide aussi à mieux récupérer en post-opératoire sans avoir trop d'effets secondaires. Alors on est obligé de dire, et je pense que c'est normal, que ces informations qui sont extrêmement intéressantes ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement. Donc en cas de doute, en cas de complications de santé, rapprochez-vous de votre professionnel et parlez-lui de l'acide alpha-lipoïque. Alors on sait en plus que il est un peu dans le viseur de l'ANSES, je crois en ce moment, en complémentation, parce que il y a peut-être des usages un peu toxiques, mais donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit encadré. Dès que vous démarrez une complémentation, ne le faites pas seul parce que vous avez entendu cette émission par exemple, mais plutôt rapprochez-vous de votre professionnel de santé. Faites les analyses, les biologies qu'on vous demande pour voir un petit peu, c'est ça Exactement, l'acide alpha-lipoïque peut être dangereux. Et c'est en ça, en fait, la complémentation, pour moi, si elle n'est pas conseillée par un professionnel formé et spécialiste, elle est dangereuse. Donc, il y a beaucoup de discours. Oui, les compléments alimentaires, ça ne sert à rien. Il y a quand même des situations où ils peuvent être dangereux. Donc, si ça ne servait à rien, ça n'aurait pas d'effet. On est d'accord. Ça a l'effet, mais de toute manière, toute chose, il faut toujours un équilibre, en fait. Trop d'un produit peut être dangereux, pas assez, c'est dangereux aussi. Donc, clairement, les compléments, c'est
pas des médicaments, c'est des nutriments, mais il faut toujours les prendre avec un conseil et que ce soit personnalisé à nous et par un professionnel de santé. Oh là là, magnifique. Je remets le casque, parce que j'étais tellement attentif que j'avais enlevé mon casque. Merci beaucoup, Inde Karouk, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Absolument que vous reniez sur Nutri TV, sur NutriCast, sur Nutri Radio, parce que votre expérience n'a pas de prix et elle est précieuse justement pour tous ceux qui nous écoutent, les auditeurs, qu'ils soient professionnels de santé ou non, parce que c'est aussi parfois aux patients d'aller challenger son professionnel en lui disant tiens, qu'est-ce que vous pensez de ça, et s'il ne connaît pas, parce qu'on peut pas tout connaître forcément, il va aller faire la démarche d'apprendre, de s'ouvrir, et c'est comme ça qu'on avance en médecine et dans la recherche, avec beaucoup de patients experts qui nous aident grâce à leur retour, et avec des professionnels comme vous. Merci beaucoup Inde, c'était très sympa de vous être arrêté, parce qu'on a enregistré cette émission lors de ce petit symposium organisé aujourd'hui, peu importe la date, car peut-être que vous écoutez cette émission, on est peut-être en 2032, j'en sais rien, peut-être que ChatGPT nous a tous remplacés, peut-être que c'est pas moi là, peut-être que c'est pas vous, mais bon, on est là. Et tiens, d'ailleurs, vous utilisez l'intelligence artificielle pour vos protocoles d'hypnose, des trucs comme ça, pas du tout? Alors pour les protocoles d'hypnose, la première source c'est le patient. En fait, on ne fait pas d'hypnose, on aide le patient à entrer en transe. C'est lui qui décide où il veut aller, et de toute manière, on entre tous les jours en hypnose. On est tous en transe à un moment ou à un autre de notre journée. Nous, notre objectif, c'est juste d'utiliser les petits outils qu'on a pour aider le patient à choisir la transe la plus agréable. Il faut garder en tête que l'hypnose, on en parlait aussi lors du symposium, enfin pas que l'hypnose, mais l'hypnose a un effet hyper important en périopératoire, parce que ça a un effet sur la récupération même post-opératoire et les complications, etc. On en reparlera, on fera une émission là-dessus, et vous serez certainement notre invité, j'espère, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi, parce que l'hypnose n'est pas par contre démocratisée dans tous les blocs opératoires, et dans votre spécialité encore moins, j'ai envie de dire, donc de plus en plus, mais ça ne veut pas dire que c'est démocratisé, donc ça méritera une émission, et on la proposera sur ce sujet-là avec vous, Inde, parce qu'on aurait pu, personnellement, moi je sais pas ce que vous en pensez, chers auditeurs, mais j'aurais pu rester avec Inde sur plein de questions, je sens qu'elle a plein de choses à dire, et voilà, donc merci beaucoup. Cette émission vous la retrouvez en podcast sur NutriCast, sur Nutri Radio et sur toutes les plateformes. Au revoir Inde. Au revoir et merci beaucoup.